Bonjour à tous, je suis en tournée avec mon groupe de musique. On va passer à Paris, Marseille, Montpellier, Château-Renard, Lorient, au Festival Les Indisciplinés, Saint-Etienne, Limoges, Toulouse, Laval, Tourcoing. D'autres dates arriveront, donc suivez-nous sur les réseaux. On vous attend fortement à Paris au Trabendo, au Fil à Saint-Etienne et au Bikini à Toulouse. Il y a beaucoup de place, ce serait fou de faire complet comme avec la première partie de la tournée. Tous les liens sont dans le Linktree dans la description, ça n'impactera pas la quantité de vidéos cette année. Hâte de vous voir. Vous écoutez actuellement une station radio connue sous le nom d'UVB 76, probablement le mystère le plus connu et persistant de l'histoire de la diffusion radiophonique. Il s'agit d'un simple son de buzzer qui se répète environ 25 fois par minute, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce depuis les années 80, voire selon certains depuis les années 70. Encore aujourd'hui, si vous vous trouvez dans des bonnes conditions météorologiques et atmosphériques, vous pouvez depuis la France métropolitaine recevoir sur votre récepteur radio, en vous mettant sur la fréquence 4625 kHz, UVB 76 et son constant buzzer, qui fascine les internautes depuis des années. Des tonnes d'articles sur le sujet sortent régulièrement, oscillant entre des explications définitives de son utilité et de pourquoi elle existe, et des gens disant que ces explications ne sont pas bonnes et que la vérité se trouve autre part. UVB 76 est très loin d'être le seul mystère de la radio, et encore plus loin d'en être sa seule étrangeté. Mais c'est définitivement le sujet qui revient le plus souvent. Pourquoi ? Bien pour une simple raison. Visiblement aléatoirement, lorsque vous écoutez cette station, vous pouvez entendre ceci se passer. Mikhail, Dmitri, Женя, Борис. Mikhail, Dmitri, Женя, Борис. 85, 343. UVB 76 fait partie de ces mystères qui ne méritent pas forcément une vidéo entière, même si j'ai envie d'en parler depuis des années. Néanmoins, il s'ancre parfaitement dans un de mes genres d'horreur préférés, ce que j'appelle les anomalies de diffusion. La radio et la télévision, c'est deux domaines qui me fascinent. À l'heure d'internet où tout le divertissement est à la demande, il y a quelque chose d'assez fascinant pour un zoomer comme moi d'imaginer une diffusion limitée, où tout le monde expérimente en même temps les mêmes images et les mêmes sons. C'est également fascinant car ces moyens de diffusion demandent des moyens et des connaissances significatives. Il y a un investissement sérieux qui est demandé quand on veut émettre sur les ondes, et le tout est très régulé. Et c'est justement pour ça que les anomalies diffusées sur ces canaux sont aussi fascinantes pour moi. Comment et pourquoi des gens arrivent-ils à percer ces lois ? Comment l'imprévu peut-il arriver à des professionnels en direct ? Comment quelque chose d'aussi calibré peut échouer ou amener à du mystère ? Une anomalie de diffusion est précieuse, c'est rare et beaucoup plus inattendu que sur internet. Une station pirate, une station inexpliquée, une coupure étrange dans une émission, une catastrophe en direct, un programme aux effets non attendus, tout ça c'est rare et attire souvent mon attention. De base, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, je voulais réaliser une vidéo sur UVB 76. Une vidéo sur tout son mystère qui constitue pour certains le plus grand mystère de l'histoire de la radio. Mais en essayant de réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné sur la radio. J'ai passé 2 mois en immersion complète dans un univers incroyable et fascinant en me laissant complètement tomber dans le terrier de lapin. Et je me suis rendu compte qu'UVB 76 n'était pas forcément le sujet le plus important à traiter avec la radio et qu'en fait il y avait des dizaines d'autres sujets absolument incroyables. De base, je voulais faire une grosse vidéo de 3 heures pour parler de toutes ces histoires incroyables, mais je me rends compte en fait que j'ai réalisé 2 findings très différents. Le premier, cette première partie que vous voyez, est une introduction nécessaire pour comprendre certains détails importants de la deuxième partie, mais elle est très technique, très difficile à comprendre et ne fascinera pas tout le monde. Si par exemple le dernier findings ne vous a pas plu, je douterais que celui-ci vous plaise. Néanmoins, dans les prochains jours, un deuxième findings avec des histoires beaucoup plus accessibles, regardables complètement de manière indépendante à cette vidéo, devrait sortir et devrait beaucoup plus vous plaire. Voyez donc cette vidéo comme une sorte d'introduction à un univers rempli de plein d'informations qui vont vous être très utiles pour la suite, car c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'anomalies de diffusion, et il y a même une très grosse vidéo sur le sujet de la télévision qui arrivera bientôt. Mais avant de plonger dans le mystère du UVB 76 et des stations de nombre, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui va me permettre de vous introduire à un univers de fous que vous ignorez peut-être, et vous faire une introduction plus générale à l'univers de la radio.
À la base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais qu'elle soit sur UVB76. Je voulais vous parler de ce mystère dans une courte et simple vidéo. Le problème, c'est qu'en faisant des recherches sur cette station, je me suis retrouvé engouffré dans un énorme terrier de lapin. Le monde de ce qu'on appelle les SWL, ou Shortwave Listener. Voilà comment tout ça s'est passé. Je ne possède pas de radio, pas de récepteur radio, aucun matériel et en général dans ma vie, mon exposition à la radio n'était que circonstancielle. C'était bêtement ce que ma mère écoutait dans sa voiture pour avoir de l'info en continu et parfois, pendant les voyages en voiture, on pouvait écouter de la musique sur des stations très basiques. Parfois j'entendais ma grand-mère utiliser un poste radio, mais pas grand chose de plus quoi. Je n'avais jusqu'à récemment jamais eu la main sur la sélection des stations. Je n'avais jamais essayé de sélectionner des fréquences. Je n'avais jamais eu de radio. Et pourtant c'est un univers qui m'a fasciné de loin pendant très longtemps. J'aime l'idée de capter des ondes à des kilomètres et d'écouter ce que les gens ont à dire dessus, alors que des alternatives numériques à la demande existent. C'est une persistance que je trouve fascinante et je me suis toujours demandé pourquoi. Donc revenons à moi, voulant écrire une vidéo sur UVB76, et la première chose que j'ai voulu faire, c'est entendre UVB76 avec une vraie radio. Le problème, c'est que je savais pas vraiment quelle radio choisir, et j'avais la flemme d'aller acheter un récepteur radio tout simplement. Donc je me suis dit bêtement que des alternatives sur internet devaient exister. J'ai cherché des systèmes de radio en ligne, mais aucun ne me permettait d'écouter la fréquence 4625 kHz. Aucune ne me permettait de choisir autre chose que des stations déjà disponibles dans des flux numériques. Jusqu'à ce que je trouve un lien sur Reddit qui disait d'utiliser un site de SDR en ligne. Software Defined Radio Receiver. Bêtement, je me rends sur un des sites les plus populaires, je me retrouve en face d'une carte où il faut choisir un emplacement géographique. Je choisis cette station aux Pays-Bas et en cliquant sur le lien, je me suis retrouvé en face de ça. Des boutons. Partout, des settings super compliqués, cette énorme bande colorée en violet, orange, jaune, blanc là, des paramètres dans tous les sens. Je vois vite fait ce que c'est AM et FM, mais c'est quoi USB, LSB, CW? Sur le moment, je me dis que c'est pas possible, donc je décide de changer d'antenne, et il y a encore plus de trucs. Bon bah du coup je reviens sur l'antenne aux Pays-Bas. Donc bêtement, je me dis qu'il faut juste entrer la fréquence 4625 kHz ici, et je sélectionne le mode AM, car j'avais lu que c'était le mode de transmission du VB76, et rien du tout. Juste du bruit. Pourtant, on peut vérifier. UVB76 est activé, c'est une station qui transmet 24 heures sur 24. Bizarre. Juste en dessous, je vois que la station a été cataloguée par les utilisateurs du site. UVB76 est surnommé le buzzer par certains, et entre parenthèses, il est décrit « pas audible pendant la journée ». Comment ça? Un peu ennuyé car sur le moment il est 19h et que la nuit arrive un peu plus tard, je me dis « tiens, et si je cliquais ici ?» Il y a de la couleur, ça veut peut-être dire quelque chose. J'ai une manière de fonctionner quand je me retrouve en face d'un truc comme ça, avec des tonnes de paramètres et un sujet qui m'intéresse vaguement. Quand je ne sais rien, j'essaye d'expérimenter, d'appuyer un peu sur tous les boutons au pif, avant que le fait de tout comprendre ruine le truc. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais en face de moi un univers beaucoup plus complexe et fascinant que ce à quoi je m'attendais. Alors, avant de continuer, j'ai un petit peu réfléchi et essayé d'analyser. D'abord, ce graphique bleu-violet-orange, c'est un truc que j'ai déjà vu, et qui m'a fait penser au spectrogramme. Un spectrogramme, c'est une image qui représente un signal sonore, de manière visuelle et compréhensible. Plus une image est longue horizontalement, plus le son est long. Plus les couleurs sont vives et claires, plus le son est fort. Et plus le son est haut, plus il est aigu. Il y a pas mal de musiciens qui se sont amusés à cacher des images dans leurs morceaux grâce à ça. Par exemple, la légende de l'électro-IDM Aphex Twin. Si vous voulez écouter le morceau, d'ailleurs, le titre c'est ça. Ou encore même dans la BO de Minecraft, figurez-vous. Et des tonnes d'ARG utilisent ce format pour cacher des indices dans du son de manière codée depuis très longtemps. Ici, ce spectrogramme, qu'on appelle la cascade, est différent. D'abord, il faut changer l'axe du temps. C'est plus de gauche à droite, mais de bas en haut. Mais aussi, ce n'est pas un spectrogramme d'ondes sonores, mais un spectrogramme d'ondes radio. C'est des ondes électromagnétiques. Donc ce qu'on va y voir ne va pas forcément ressembler à ce qu'on va entendre, même si c'est souvent très proche. Genre en baladant mon curseur, j'ai trouvé ce signal, et plus le son était à droite de mon curseur, plus il était aigu. Mais bon, parfois le signal est aussi représenté de façon miroir.
du coup, quand je prends ce curseur et que je le balade sur la cascade, je change de fréquence. Et c'est comme ça que je peux écouter différentes stations. Donc quand j'ai compris ça, j'ai vu qu'à côté de mon curseur, il y avait aussi cette sorte d'outil de sélection, et le bouger change le son assez drastiquement. Et à chaque fois que je change de mode en bas, ça réinitialise cette sélection. Donc je vais pas trop faire le fou et essayer de garder les paramètres qu'on m'impose. Une fois que j'avais un peu compris comment me mouvoir, j'ai commencé à me balader. J'entendais des sons super bizarres. Ces sortes de grandes bandes qui allaient plus loin encore que ce que mon curseur pouvait capter. Des bruits étranges. Puis j'ai capté ça. Du code Morse. Et en vrai, plein de codes Morse. Partout. Dans tous les sens, très régulièrement. Puis j'ai entendu de la musique. Je venais enfin de tomber sur une radio qui diffusait quelque chose. C'était d'une qualité affreuse, mais c'était là. Et en vrai, après 20 minutes à écouter ce genre de truc, ça faisait un peu du bien. J'ai continué à écouter un peu des stations alors que le soleil lentement il se couchait, et je me suis rendu compte à travers les inscriptions qu'il y avait en bas que parfois j'entendais des stations qui émettaient depuis la Chine. Des stations donc à des milliers de kilomètres. Et en soi, la distance entre la frontière russe, là où il y a UVB 76, et l'antenne que j'ai choisie, qui est aux Pays-Bas, elle est quand même de plus de 1000 km. Or du coup, pourquoi quand j'étais petit et que ma mère était sur l'autoroute, parfois elle captait pas certaines stations. C'était un moment de ouf pour moi cette soirée. Je rentrais de plus en plus dans un univers que je ne connaissais pas. Je découvrais des trucs par moi-même, je jouais avec les settings, c'était fun en vrai. Puis j'ai vu qu'il y avait une boîte de chat sur le site. J'ai décidé donc de demander bêtement, en donnant une fréquence, qu'est-ce que ce son pouvait signifier. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ce genre de truc et je n'arrivais pas à l'expliquer. En moins de 2 minutes, un gars m'a répondu. C'est un radar transhorizon. C'est-à-dire un radar qui peut trianguler la position par exemple d'avions à des milliers de kilomètres. Et c'était un des trucs les plus importants que j'ai compris. Énormément de sons que j'avais pu entendre, c'était pas des informations sonores. Les ondes électromagnétiques, et dans ce cas-là les ondes radio, c'est utilisé pour des tonnes de trucs. Et la radiophonie, le fait de transmettre du son avec des ondes, c'est seulement une partie de son utilisation. Ces informations ne sont pas censés être écoutés. Seul le radar qui émet cette fréquence peut traiter ces infos. Et j'ai aussi réalisé un autre truc. L'antenne que j'utilisais interceptait un radar, probablement pour des utilisations scientifiques ou militaires. Elle n'en interceptait pas qu'un d'ailleurs. Des dizaines. Des tonnes de conversations en morse, des tonnes de trucs auxquels tout le monde a accès. J'ai commencé donc à faire des recherches et je me suis renseigné sur la radiophonie et la question des ondes radio. J'ai découvert très vite qu'on avait découpé l'intégralité des ondes radio possibles dans des bandes, donc des groupes de fréquences, et ces bandes sont réglementées et ont des usages spécifiques. Énormément de trucs utilisent des ondes radio, et des ondes radio émettant sur des fréquences trop proches interfèrent les uns avec les autres et rendent l'information complètement brouillée. Donc comme les ondes radio c'est utilisé par des militaires, la police, des radars, des avions, des systèmes d'urgence et du matériel médical, on peut comprendre que les fréquences ont été découpées méticuleusement pour chaque usage, histoire que énergie musique interfère pas avec du matériel médical. Donc t'as une agence internationale qui s'appelle l'UIT, Union internationale des télécommunications, qui se charge de normer qui, quoi et comment peut émettre sur les fréquences radio. Et en France, l'ANFR, Agence nationale des fréquences radio, a, en collaboration avec l'UIT, découpé les fréquences radio comme ça. C'est le méga bordel, tout le monde veut utiliser les ondes radio, c'est un truc de ouf. D'abord j'ai réalisé après quelques recherches qu'aujourd'hui les fréquences en mode AM, FM, USB, LSB que j'ai vu là, c'est plus tellement utilisé, du moins 1000 fois moins qu'avant. Aujourd'hui la radio est numérique au format DAB+, et émet entre des fréquences de 174 MHz et 223 MHz. Dans le spectre des ondes radio, c'est là. Ouais, c'est très très loin de ce que moi j'écoutais tout à l'heure. Mon antenne n'allait même pas au-delà de 30 MHz.
Donc malheureusement, pas de radio digitale pour moi. J'ai aussi très vite réalisé que la radio FM était située entre 87,5 et 108 MHz. Et ça a fait sens avec mon souvenir que les fréquences FM étaient souvent donc entre ces deux chiffres. Ces deux formats de radio sont situés sur les ondes VHF, très haute fréquence. Aussi appelée onde très courte, parce que oui, une onde si elle est courte, elle oscille plus de fois par seconde, donc elle a une plus grosse fréquence. C'est pas forcément très intuitif, mais voilà. À ce moment-là, dans mes recherches, j'avais à peu près 80 onglets d'ouverts, et je commençais un peu à fatiguer. Les infos, elles étaient dures à comprendre et à trouver. C'était étouffé par des dizaines de termes techniques, physico-mathématiques, donc ça m'a assez vite fatigué. J'ai donc décidé, car il était maintenant 23h, et que 4 heures étaient passées, de regarder où en était UVB 76. J'ai écrit 4625 kHz, j'ai choisi le mode AM, et ça a marché. Pourquoi ils ont raison ? Ça sonne ridicule que des stations radio soient captées la nuit et pas le jour en fait. Puis je me suis encore posé une autre question toute bête. Les radios AM, c'est quoi leur bande allouée par l'IUT ? Genre sur quelle fréquence la radio AM a-t-elle le droit d'être diffusée ? FM c'est bon je sais, digital je sais aussi, mais elle, j'ai pas vu. Je cherche sur Google et non seulement j'apprends que personne utilise ce format aujourd'hui, mais aussi qu'ils émettent dans les ondes MF, fréquence moyenne. Pas du tout où UVB 76 émet. Sans le savoir, j'avais mis les pieds droits dans un terrier de lapin dans lequel je n'allais plus pouvoir sortir. L'univers des ondes courtes. Alors avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision. Cette partie de la vidéo va être assez technique et je peux comprendre qu'elle perde quelques personnes. Donc du coup, à n'importe quel moment, si pendant cette partie-là vous commencez à vous ennuyer ou que vous bitez rien, c'est simple, vous passez à la prochaine partie avec le système de chapitrage YouTube. Il y a quelques histoires du coup que vous comprendrez moins bien parce que vous n'avez pas tout le contexte de comment ça fonctionne. Et voilà, ça me semble être un bon compromis. Alors, ce que j'ai fini par comprendre plusieurs jours après, c'est que d'abord, tout le monde ne peut pas émettre sur les ondes radio. Il y a quelques bandes de fréquences sur lesquelles les gens peuvent émettre sans aucune autorisation. Il y a ce qu'on appelle la Citizen Band et les fréquences qu'utilisent les talkie-walkie par exemple. Sinon, il faut avoir une autorisation pour créer sa station. Si tu fais un dossier, que tu es prêt à payer cher du matériel et que le gouvernement accepte, tu as le droit de diffuser sur une seule fréquence donnée, que ce soit le canal FM ou AM. Pour émettre, il te faut un émetteur radio. C'est un outil qui va transformer un signal électrique en onde électromagnétique, que tu peux ensuite envoyer avec une antenne. Petit truc aussi, AM, FM, machin, c'est ce qu'on appelle des modes de transmission. C'est pas forcément un type d'onde, c'est une manière d'encoder du son à travers des ondes. Le plus vieux mode de transmission radio très utilisé encore aujourd'hui, c'est le mode AM, qui date de plusieurs siècles. On choisit une fréquence qu'on appelle onde porteuse, et l'info est envoyée sur les fréquences avoisinant, à gauche et à droite du signal, en changeant l'amplitude de l'onde qu'on envoie. On appelle ça la bande passante, selon la qualité sonore dans laquelle on veut diffuser, ce sera plus ou moins important. Voilà pourquoi deux antennes ne peuvent pas émettre sur deux fréquences trop proches. Sauf que si en fait on peut, si les antennes sont suffisamment éloignées, le signal va pas s'entrechoquer. Il y a aussi un autre mode de transmission qui est assez similaire au mode AM qui s'appelle le SSB ou Single Sideband, et en gros c'est à peu près la même chose sauf qu'on enlève une des bandes et l'onde porteuse. On le décode avec le mode LSB quand c'est la bande de gauche qui reste, et avec le mode USB quand c'est la bande de droite qui reste. C'est très utilisé dans les fréquences que captait notamment l'antenne du SDR. Une personne qui possède une antenne peut, si celle-ci est accordée à la fréquence porteuse du signal radio, faire rentrer celle-ci en résonance avec le signal et avec un récepteur radio transformer cette oscillation électromagnétique en courant électrique. Deux endroits différents, même info, et ce uniquement avec des ondes. Ok, moi déjà je trouve ça stylé, on va continuer un peu dans les trucs techniques. Le principe de la radio FM, c'est le même truc, sauf qu'au lieu de faire varier l'amplitude de l'onde, on fait varier la fréquence. C'était plus complexe à créer, donc c'est arrivé plus tard, mais ça avait de nombreux avantages sur le mode AM. C'est de meilleure qualité, c'est très peu sujet aux interférences, et ça permet du coup d'envoyer de la musique de très bonne qualité. Ça demandait plus de bandes passantes, du coup ils ont utilisé des fréquences qui avaient des millions de hertz de différence plutôt que des milliers, donc tout est good. Sauf que la radio FM a une grosse différence. Elle va pas très loin quoi. L'onde électromagnétique passe pas à travers les gros objets et quand elle émet son signal, il passe à travers l'atmosphère et surtout à travers la ionosphère, une partie de l'atmosphère avec du gaz ionisé. Du coup la radio FM a besoin de répéter son signal régulièrement car avec suffisamment de puissance électrique dans l'émetteur, celle-ci n'atteint max que quelques dizaines de kilomètres dans des bonnes conditions. Systématiquement, l'horizon, à cause de la courbure de la Terre, bloque le signal radio. Mais en vrai, les radios, elles s'en foutent de ça.
Elles vivent pour la plupart de la pub, et les radios associatives et bénévoles sont généralement centrées sur l'activité artistique, communautaire ou politique locale ou semi-locale. Si tout le monde pouvait entendre toutes les radios du monde sur son récepteur, se balader et sélectionner constamment des radios d'autres pays dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. À côté de ça, les fréquences sur lesquelles on émet la radio AM, elles sont beaucoup plus basses et elles peuvent pénétrer du coup des objets solides et elles vont beaucoup plus loin. Mais c'est toujours pas pour ça que je pouvais entendre des radios qui venaient de la Chine. C'est pas parce que tu passes mieux à travers des objets solides que tu peux échapper à la courbure de l'horizon, quoi. Les ondes moyennes, la plupart du temps, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques de propagation que les ondes très haute fréquence, sur lesquelles on trouve les radios FM. Elles passent à travers l'atmosphère. Sauf que si tu pousses un peu les fréquences et que tu entres dans la bande HF, ou shortwave, onde courte, les ondes ont une particularité très étrange. Elles peuvent rebondir sur la ionosphère et franchir des distances incroyablement plus élevées. Et encore plus fou, la nuit, en absence de radiation du soleil, la ionosphère devient beaucoup plus petite et commence beaucoup plus haut dans le ciel. Et le signal va donc encore plus loin, tout en suivant la courbure de la Terre. Et si ton émetteur radio est suffisamment puissant et que les conditions atmosphériques au bon moment de la nuit sont parfaites, il y a des cas où un signal peut être entendu d'un côté de la planète jusqu'à l'autre. On appelle ce phénomène le skywave. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on se rend compte en fait d'à quel point le système d'antennes radio partout dans le monde est fou et comment les conditions qui ont mené à ces systèmes sont une coïncidence incroyable. Quand tu sais un peu mieux comment ça fonctionne, le fait que le même signal soit capté à des milliers de kilomètres par des tonnes de gens, c'est fascinant. Je vous ai d'ailleurs menti sur un petit truc. On n'émet pas que la radio AM sur les ondes moyennes. On trouve en effet une bande dans les ondes longues, dont on va pas parler ici, mais aussi 12 bandes éparpillées dans les ondes courtes. Et genre, presque personne les utilise, même si elles sont ouvertes au public. C'est une perte d'argent colossale pour très peu d'auditeurs. Les émetteurs AM consomment beaucoup plus d'électricité par rapport à leur efficacité et le signal est vraiment dégueu. C'est très sujet aux interférences. Si tu veux vivre de ta station financièrement, les seules marques qui pourront faire leur publicité sont les marques internationalement connues et elles ont autre chose à faire que de jeter de l'argent dans de la radio presque pas écoutée. Du coup, personne peut gagner de l'argent ou vraiment trop être entendu en émettant de la radio sur les ondes courtes. Mais malgré ça, la shortwave existe encore parce qu'elle est essentielle. Dans des cas de catastrophe, d'alerte et pour les communications aéronautiques, c'est hyper important. Mais encore plus important que ça, pouvoir émettre à des milliers de kilomètres un signal audible, ça permet de 1. De pouvoir émettre sur un territoire qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour émettre de la radio et permettre à n'importe qui avec une antenne de recevoir l'information, mais aussi de 2. Ça permet d'émettre une information dans un pays qui, dans un autre, n'est pas légal. Dans des cas de gouvernement autoritaire, dans les zones de guerre, la radio clandestine, la radio pirate, la radio propagandiste, ça a eu une importance capitale dans l'histoire. D'un point de vue un peu moins violent, c'est ce qui a aussi permis au rock d'exister au Royaume-Uni. Quand la plupart du genre était presque banni de la radio, des tonnes de radios pirates offshore sur des bateaux loin de la côte ont permis à la musique rebelle de se développer et à la radio d'atteindre un public jeune qui était snobé à l'époque. Aujourd'hui, la radio pirate, les stations pirates, ça existe encore. En moindre mesure, par contre. Parfois, il m'est arrivé de tomber sur de la musique qui émettait sur les ondes courtes, en dehors de ces bandes violettes, les bandes légales de la diffusion radiophonique décidées par les gouvernements. Mais parfois tu peux tomber sur des anomalies, des stations qui sont au bord du légal, un peu en dehors des bandes, et qui sont quand même autorisées. Par exemple, une des premières stations un peu en dehors des bandes que j'ai trouvées, c'est celle-ci. Radio Dengegel, désolé pour les prononciations qui arrivent, une radio clandestine kurde qui a changé de nombreuses fois de nom et de fréquence, qui produit des programmes d'actualité, des programmes culturels, mais aussi des lectures de lettres pour des prisonniers par exemple. Eh bien, elle émet depuis l'ouest de l'Europe pour les populations kurdes persécutées en Turquie. Celle-ci a une fréquence en dehors des bandes d'émissions traditionnelles. Mais peut-être que c'est aussi en fonction des légères différences qu'il y a entre chaque gouvernement au niveau de l'allocation des bandes. Et même si celle-ci était un peu illégale, comme la fréquence est suffisamment proche des bandes de diffusion, qu'elle est régulièrement brouillée par des émetteurs turcs plus puissants qui diffusent des chants nationalistes, et qu'elle a déjà été émise dans des grands centres de diffusion de courtes comme par exemple le TDF à Issoudun en France, et bien visiblement ça serait ok, elle pourrait exister, même si elle est juste en dehors des limites. Les vrais radios pirates actuels, eux, ils risquent très gros. Trouver l'emplacement d'une radio pirate, c'est pas hyper dur. Ça peut se faire vite selon le type de radio qu'il s'agit et les amendes sont assez grasses. Les radios pirates émettent souvent à des horaires un peu aléatoires, souvent autour des mêmes fréquences et ont leur propre univers, avec leurs refs et leur jargon.
Souvent, c'est des gens qui diffusent de la musique ou qui font des programmes simples. Et les moments où ces radios diffusent sont diffusés sur des chaînes de mail, de ce que j'ai compris, de manière assez privée pour ne pas se faire choper par les autorités. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, c'est assez difficile de choper des informations sur le sujet actuellement. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires pour me corriger, parce que je sais pas si ce que je dis est bon. La radio en ondes courtes, c'est donc également le lieu parfait pour la radio qui ne veut pas être censurée, que ce soit des stations taïwanaises anti-gouvernement chinois, qui est également tenue par la même secte qui fait les spectacles Shen Yun, que ce soit des radios américaines conspirationnistes, des programmes religieux pirates, c'est la plupart d'entre eux, la plupart c'est du prosélytisme, des communications pour des prisonniers dans des pays en guerre, c'est un univers qui permet de passer outre la censure, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Bon, continuons mon petit périple dans la radio. À force de scanner les ondes pendant des heures, je me suis retrouvé à entendre quelqu'un qui parlait. Je n'ai pas le droit de vous le diffuser et vous comprendrez pourquoi après. Il n'y a pas qu'une personne d'ailleurs. On avait une bande de fréquences assez longue avec des tonnes de gens qui parlent, et à chaque fois, c'est pas une personne qui parle seule, c'est plusieurs personnes qui parlent entre eux. Et toujours sur la même fréquence. Je vais pas aller trop en détail, mais c'est une énorme partie de l'écoute des ondes courtes. Le radio-amateurisme, qui n'est pas à confondre avec juste les amateurs de la radio. Les radio-amateurs, ou AM, littéralement jambon, c'est une communauté de gens que je trouve fabuleuse. Ce sont des gens qui passent des tests pour avoir une licence et une autorisation. Une fois qu'ils ont leur licence, on leur donne un indicatif, une série de lettres et de chiffres normés, qui leur servira d'identifiant sur les ondes. Alors ces gens ne font pas de la radio pour diffuser des émissions et de la musique, non, eux ils le font pour parler à des gens. Un radio-amateur, en général la nuit, va, si j'ai bien compris, se mettre sur une fréquence sur laquelle il y a personne, dans les bandes qui lui sont autorisées, et se mettre à parler ou à envoyer du morse ou à expérimenter avec des modes de transmission. Il fait d'abord ce qu'on appelle un appel général, où il doit dire systématiquement 3 fois de suite son indicatif en alphabet phonétique de l'OTAN, et attendre qu'un autre type se mette sur sa fréquence, et lui dise qu'il a reçu son message. Et après, il parle. Voilà. Et concrètement, il parle de pas beaucoup de trucs. Les radioamateurs n'ont pas le droit de parler de détails personnels, de religion, de politique. Ils ont le droit de parler de quelques sujets, dont principalement la radio, l'informatique, l'astronomie, les satellites, bref, des discussions nerd. Et souvent, ils vont demander des QSL, des sortes d'accusés de réception radio qu'on envoie par la poste et qui peuvent collectionner. Et si ça peut paraître limité et pas très fun, visiblement, détrompez-vous. Ces gens-là sont des tarés, je les aime d'amour, c'est des gens qui expérimentent de fou. La raison pour laquelle on a poussé la radio au-delà des ondes moyennes, c'est grâce à eux. Ils inventent constamment des dingues et ils ont des concours de celui qui obtiendra le plus de QSL. Ils ont des sports, des conventions, du jargon, des légendes urbaines, c'est un bordel et je suis fan. J'ai juste pas le droit de vous diffuser des enregistrements de radio amateurs que j'ai pu écouter. C'est illégal. Mais si vous voulez devenir radio amateur, parce que en vrai ça a l'air cool, allez parler à un d'entre eux et apprenez par vous-même. Les pauvres, ils ont peur que plus personne ne fasse ça et que les jeunes ne s'y intéressent plus. Littéralement, ils s'appellent vieux monsieur entre eux, c'est un peu rigolo. Bon, en vrai, j'ai aussi menti sur un autre truc. Au milieu de l'écriture de la vidéo, j'ai fini par me trouver une radio. Quand j'étais en vacances chez des potes, j'ai trouvé une très vieille radio rouillée qui pourtant marchait à merveille. Elle possédait une fonction notamment pour écouter les ondes courtes, et si les fréquences atteignables n'incluaient pas celle qui m'intéressait, celle du VB76, j'ai pu me balader sur les ondes et entendre, une à une, chacune des anomalies sonores que j'avais pu entendre sur le SDR. En passant par des radars, des étrangetés de tout type. Et des radios qui avaient fait des milliers de kilomètres. Et je vous le dis tout de suite, entendre ce genre de choses sur un vrai support, ça a une autre atmosphère. Ça aide encore plus en fait à réaliser un fait. La radio, c'est captable par tout le monde. Par exemple, il est possible, avec un câble de guitare électrique et un ampli, de capter la radio. Car finalement, une antenne, c'est juste une tige en métal. Si tout ce que je vous ai raconté est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde et un peu zarbe, c'est pas pour rien que je vous en ai parlé. Je vous ai en réalité guidé dans l'incompréhension totale dans laquelle je me suis baladé pendant 20 jours, où j'ai dû comprendre l'univers de la radio en entier en partant de strictement rien. C'est un univers très codifié et assez fermé, dû à sa complexité, et j'ai essayé du mieux que je pouvais de condenser des jours d'infos floues et indéchiffrables, en espérant que tout soit compréhensible au mieux, même si je suis persuadé d'avoir fait un tas d'erreurs. Toutes ces infos peuvent paraître superflues, notamment tous les passages sur la législation, mais en réalité pas du tout. Maintenant, vous comprenez le poids légal et symbolique d'une anomalie radiophonique. Une radio de ce type a de très bonnes raisons d'exister, demande des moyens pour exister, et si elle n'est pas autorisée à exister, elle risque très très gros. Et si c'est le cas dans les radios AM, on verra que c'est encore plus de poids dans les radios les plus utilisées, les radios FM et le digital.
Si aujourd'hui la radio n'est plus autant utilisée et ne porte pas le poids qu'elle pouvait avoir notamment pendant la guerre froide, elle garde ce côté officiel et encadré. Les bizarreries de la radio fascinent, tout simplement parce qu'il y en a peu. Et ainsi, on revient à UVB 76. La vérité avec UVB 76, c'est que c'est très loin d'être un cas isolé. UVB 76 fait partie du plus grand mystère de la radio aux yeux de beaucoup. Ce mystère, c'est celui des stations de nombre. Et je me devais d'en parler en premier. Vous écoutez la première piste d'un set de 4 CD appelé le Connect Project. Il s'agit d'un projet compilant plus de 290 minutes d'audio compilés en 150 enregistrements, réalisés principalement par le radio-écouteur d'ondes courtes assez connu, appelé Aquino Fernandez. Toutes les pistes de ces CD sont des enregistrements de ce que l'on surnomme des stations de nombre. La raison pour laquelle je mentionne le Connect Project, c'est qu'il s'agit de l'une des premières collections officielles d'enregistrement de ce type de station. Elle en a donné une définition accessible dans son livret, et c'est à partir de ce moment que les gens vont s'intéresser plus globalement à ce sujet. Les stations de nombre sont des stations mystérieuses sur la bande radio shortwave qui n'ont pas d'indicatif précis. Celles-ci sont actives parfois 24 heures sur 24. Certaines de ces stations ont des horaires réguliers d'activation et d'autres diffusent complètement aléatoirement. Et lorsque ces stations sont actives, elles diffusent des messages, souvent avec des formats identifiables sous la forme de suites de nombres, de lettres ou de sons. Leurs diffusions sont souvent annoncées par ce genre de bruitage, ce genre de signature sonore. Qui parfois peuvent sonner particulièrement flippantes. Parlons notamment de celle-ci. C'est une des plus connues. La station est surnommée Lincolnshire Poacher. À chaque fois qu'elle transmet un message, elle s'annonce en jouant plusieurs fois la mélodie de la musique traditionnelle Lincolnshire Poacher. Puis après un peu de temps, elle s'arrête pour laisser place à des nombres indéchiffrables. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5. Il en existe des tonnes, plus mystérieuses et terrifiantes les unes que les autres. Par exemple, une autre extrêmement connue est surnommée Gongs, qui diffusait des années 70 à 90 un message toutes les 30 minutes pendant 5h30, tous les jours. Et lorsqu'elle ne diffuse pas de message, elle diffuse ces sons un peu flippants. La raison pour laquelle c'est compliqué de parler de sujet et que ça demande de faire des tonnes de recherches avant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi elles existent. On a plus de pistes pour certaines que d'autres, on sait que certaines servent à des choses très différentes que d'autres, et on sait quand même quelques infos sur les stations de nombre. Mais c'est peu quoi. Mais sur les centaines de stations de nombre qui ont été captées par des shortwave listeners depuis les années 70-80, presque rien n'a été expliqué définitivement. Revenons donc au début et essayons de raconter le mieux possible ce que l'on sait sur le sujet. L'histoire des stations de nombre est difficile à déterminer, car le sujet est plongé dans un profond secret dû à ses connexions avec des agences gouvernementales. Si les écouteurs d'ondes courtes ont pu entendre et parler de stations de nombre depuis des décennies, c'est à partir de 1993 que les recherches sur le sujet vont s'organiser clairement lorsque Chris Midgley et Mike Goffman vont former la European Numbers Information Gathering and Monitoring Association, ou juste Enigma. Enigma était une association qui réalisait des newsletters régulièrement, des rapports qui étaient publiés 4 fois par an, puis ensuite 2 fois par an. Si la première newsletter comportait seulement quelques stations de nombre archivées, donnant des informations sur comment les capter et sur les informations que contenait leur transmission, au cours du temps, les rapports Enigma vont se structurer significativement et des tonnes de connaisseurs des mystères de la radio shortwave vont s'associer au groupe.
Enigma va avoir une importance capitale dans le domaine des stations de nombre. Chaque newsletter classifiait le maximum de stations de nombre européennes possibles, donnait des nouvelles sur leur activité et les messages que celles-ci transmettaient. Ils essayaient de comprendre leur utilité et de décoder leurs messages, et surtout, Enigma créait un sentiment de communauté avec un segment Letters to Enigma, où la rédaction répondait aux lettres d'abonnés à la newsletter. Le groupe Enigma s'est dissocié pendant l'année 2000, et des passionnés de stations de nombre ont repris le flambeau en ligne sous le nom de Enigma 2000. Et encore aujourd'hui, Enigma 2000 sort sa newsletter régulièrement. Un truc qui est extrêmement important d'abord, c'est qu'elle a créé l'Enigma ID. Dans la 7e édition de la newsletter, Enigma explique qu'elle va assigner un identifiant à chaque station de nombre pour rendre plus simple leur catégorisation. Le système précédent était juste de donner un surnom aux stations, mais alors que le nombre de stations découvertes continuait à augmenter, il fallait les classifier plus simplement. Chaque station, encore aujourd'hui, possède un identifiant Enigma. Il est composé d'une lettre, soit pour définir la langue dans laquelle elle s'exprime, soit des particularités sonores ou d'émission, puis un chiffre, qui correspond souvent à l'ordre de découverte de chaque station. Ils vont également beaucoup écrire sur l'histoire des stations de nombre et faire des travaux de documentation assez impressionnants pour l'époque. Ils ont notamment archivé dans leur 12e newsletter les informations d'un programme radio autrichien appelé Kurzwellen Panorama, qui citait Antoine de Habsbourg-Toscane comme la potentielle première personne à avoir activement écouté des stations de nombre. Celui-ci pouvait, car il était fils d'archiduc, échapper à tout problème judiciaire s'il écoutait des stations de nombre et demi. Donc il notait toutes les transmissions qu'il recevait et qu'il transmettait ensuite à un opérateur radio. Ainsi, les 3 premières stations de nombre qui ont jamais été archivées dans l'histoire, on n'a pas d'enregistrement mais on sait qu'elles ont existé. Elles s'appelaient Eiffel ou Tour Eiffel, ICI qui était à Corton en Italie et MSK qui émettait depuis Moscou. Donc les stations de nombre, ça existe depuis plus de 100 ans. Et du coup, si on sait toujours pas quelle est leur utilisation, c'est que c'est un type de mystère où les hypothèses sont assez évidentes. L'avantage de l'émission en ondes courtes, c'est qu'elle peut être émise et réceptionnée depuis n'importe où sur le globe, et la personne recevant le signal ne peut pas être tracée facilement. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une radio. Aujourd'hui, avec Internet, peut-être que ça peut paraître obsolète, mais en vrai, passer par Internet, ça laisse souvent des traces et de la traçabilité que les stations de nombre n'ont pas. Aussi, celles-ci sont souvent indéchiffrables sans une clé. Une liste de caractères qui peut changer au cours du temps, qui permet de décoder le signal. Du coup, l'utilisation est presque évidente quand on donne ces qualités, associées au fait que ça appartient souvent à des gouvernements. La communication militaire, la communication politique et l'espionnage. La théorie principale, et probablement la meilleure dans la plupart des cas, c'est celle de la communication gouvernementale confidentielle. Ça coïncide notamment avec l'explosion des stations de nombre lors de la guerre froide, et en général, les périodes d'activité des stations de nombre coïncident avec des périodes de tension politique. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé si du coup des stations de nombre avaient pu être décodées, et si ça avait donné des informations en particulier. En faisant mes recherches, un seul exemple ressortait systématiquement. Une station surnommée Attention, ou The Spanish Lady. Atención, 3, 8, 9, 5, 9, 0, 4, 4, 7, 3. Ceci est un enregistrement de ce qu'on pouvait entendre autour de 1997 quand on se mettait sur les fréquences de Attention, aussi appelées V02. Celle-ci était écoutée par les fans de radio et personne ne savait vraiment pourquoi elle transmettait ces séries de nombres. Certains arrivaient à déterminer qu'elle émettait depuis Cuba, mais c'était à peu près tout. Les tensions entre Cuba et les États-Unis depuis la guerre froide sont particulièrement intenses pour des tonnes de raisons politiques, économiques et idéologiques. Le gouvernement américain et la CIA sont connus pour avoir à de nombreuses reprises financé des groupes terroristes anti-cubains, et ce dès le début des tensions en 1961 avec le débarquement de la baie des Cochons, directement orchestré par la CIA. En 1996, la force aérienne cubaine tire sur 2 avions non armés qui appartenaient à l'association de Cubains exilés anti-Castro, Brothers to the Rescue, tuant les 4 citoyens US qui étaient à l'intérieur. En 1997, un attentat à la bombe dans 3 hôtels cubains tuera un touriste italien et en blessera gravement 11 autres. Tout ça avait été organisé de sa propre admission par Luis Posada Carriles, un ex-agent de la CIA et expatrié cubain, dans l'objectif de casser la récente résurgence du tourisme à Cuba et menacer le gouvernement de Fidel Castro. Ce n'est qu'un exemple d'acte terroriste sur le territoire cubain dans les années 90, dont les liens avec des agences américaines étaient plus qu'évidents. À ce moment-là, le FBI va se pencher sur l'affaire avec des autorités cubaines, et les Cubains vont donner 175 pages de documents pour enquêter sur le rôle de Posada Carriles dans les explosions de 1997. Le FBI va prendre les dossiers, ne pas les utiliser pour enquêter sur le gars, et vont plutôt s'en servir pour arrêter 5 personnes. Ils sont surnommés les Cuban Five, et ils sont arrêtés pour espionnage.
Cela faisait depuis environ 1995 que le FBI savait déjà très bien ce qu'il faisait. En effet, cette même année, il serait, selon le Miami New Times, entré à l'intérieur de l'appartement d'un d'entre eux, et ils auraient copié un programme qui était sur un de leurs ordinateurs. Quel programme ? Eh bien, les 5 espions, pour obtenir leurs informations, ils écoutaient attentivement la station de nombre Attention dont j'ai parlé plus tôt. Une fois qu'ils recevaient des chiffres, ils les notaient dans un logiciel qui décodait le message caché et leur donnait des infos pour la marche à suivre. Depuis 1995, du coup, visiblement, le FBI écoutait attentivement la station de nombre Attention et notait l'intégralité de ses transmissions et les traduisait. Et en 1998, du coup, les 5 espions étaient arrêtés. Lors du procès, des transmissions traduites de Attention révélaient des messages comme par exemple prioriser et continuer de renforcer l'amitié avec Joe et Dennis. Message qui a été mis en parallèle avec leur infiltration dans le personnel de la base aérienne de Boca Chica. Sous aucune circonstance, les agents German ni Castor devraient voler avec BTTR ou autre organisation les jours 24, 25, 26 et 27. Autre info qui a été mis en parallèle avec leur rapprochement de politiciens exilés cubains. Alors, pourquoi espionnaient-ils ? Ça dépend à qui tu demandes. Le procès des Cuban Five est extrêmement controversé, car déjà les US n'ont pas bien suivi leur propre constitution et ont condamné 5 personnes avec un manque sévère d'impartialité. Je vais pas aller en détail, mais si j'ai bien compris, cette opération d'espionnage servait à infiltrer des groupes terroristes anti-cubains et empêcher d'autres attentats. Le gouvernement cubain avait compté que jusqu'à 2001, la date du procès des Cuban Five, 3478 personnes seraient mortes à cause de ces organisations. Après, c'est vrai que du coup, ils ont menti sur leur identité, certains se sont même mariés pendant, mais ils ont jamais nié qu'ils étaient des espions. Et ni le fait d'avoir transmis des dossiers confidentiels de l'armée américaine, et surtout, ils nient d'avoir un lien avec l'abattage de l'avion de Brothers to the Rescue en 1996. Ils faisaient partie d'un réseau d'espionnage qui s'appelait la Red Avispa, dont faisait également partie Ana Montes, considérée comme l'espionne la plus efficace et la plus dangereuse de l'histoire cubaine, qui elle aussi utilisait la station Attention pour recevoir des messages, la station ayant évidemment régulièrement changé ses codes et ses manières de traduire ses messages. Elle les recevait en se mettant sur la fréquence 7887 kHz avec 7 radios Sony. Sur son ordinateur, Ana Montes avait des tonnes d'enregistrements d'Attention et dans ses affaires a été retrouvée 7 feuilles rappel avec la clé pour décoder la station. Elle possédait également des informations sur comment reconnaître une vraie transmission d'une transmission fausse. Voici donc à ma connaissance la seule station nombre qui est connue pour avoir été publiquement décodée. Et ça nous donne également une preuve que les stations de nombre sont utilisées du coup pour de l'espionnage. Aujourd'hui Attention est inactive, mais les stations de nombre n'ont pas disparu pour autant. C'est dans la 5e newsletter d'Enigma, en mai 1994, que le groupe va parler d'UVB-76. Et à l'époque, il mentionne déjà le fait que le mystère dure depuis au moins 10 ans. Et elle n'est pas encore appelée par le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, mais par l'autre désignation qu'on lui connaît, le buzzer. Ce que je trouve fascinant par contre, c'est que pour eux, le buzzer ne fait que ça. Un son de buzzer. Rien de plus. Pas de message. À l'époque, il mentionne déjà, de par des bruits de couloir, que dans les années 80, UVB-76 n'émettait pas un buzzer, mais un bip court, comme on peut entendre dans le plus vieil enregistrement de la station, datant de 1982. Au cours des newsletters suivantes, le sujet du buzzer reviendra régulièrement, mais sans aucune info supplémentaire. Et la rédaction demandait régulièrement des informations supplémentaires sur le sujet, parce qu'une station vide de ce type, avec juste une fréquence continue, ça intriguait les gens, ça ne servait à rien et du coup tout le monde voulait savoir à quoi ça pouvait bien servir. Dans la 9e newsletter, ils vont réussir à déterminer, de par Simon Mason, un auteur qui a beaucoup écrit sur les stations de nombre, que le lieu de transmission du buzzer était entre Moscou et la ville de Penza, à 300 miles au sud-est de Moscou. C'est assez fascinant de voir au cours du temps les gens découvrir la station dans son entièreté. Ils vont faire des théories au cours des newsletters, pensant d'abord que le buzzer était un système d'alerte vieux lié à l'activité nucléaire d'une centrale. Ils vont recevoir des témoignages que la station existait depuis au moins les années 70, puis au bout de la 14e édition d'Enigma, ils vont enfin réussir à intercepter un message parlé de la station, le premier qui n'a jamais été archivé. UZB-76. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les gens ont commencé à appeler ça UVB-76. Le vrai indicatif choisi par la station elle-même, c'est UZB-76 à l'époque. Mais visiblement, à un moment, ça s'est déformé sur Internet et les gens ont jamais arrêté de l'appeler comme ça. Je ne sais pas à quel moment ça s'est déformé, je n'ai pas réussi à trouver. Voilà, je vais quand même l'appeler UVB-76 parce que c'est comme ça que moi je la connais et c'est plus facile parce que UZB ça sonne moins bien. Du coup, je vais continuer à l'appeler comme ça.
Au cours du temps, la fascination pour UVB76 va grandir. Son côté toujours actif, sauf dans le rare cas d'une transmission aléatoire, va fasciner plus encore que toutes les autres stations de nombre. Le premier enregistrement audio d'un message de UVB76, celui dont parle la newsletter d'Enigma, arrive donc en 1997 et à partir de cette date, l'intégralité des messages envoyés par la station va être archivée par les fans de radio shortwave. La station utilisait systématiquement son indicatif UZB76 pour s'auto-identifier. Mais en septembre 2010, ça va se compliquer et l'indicatif va changer en MDZHB, puis régulièrement au cours du temps, il va changer à partir de ce moment-là. Lentement, au cours des analyses de la station par les internautes, certaines formes de récurrence vont finir par être observées. Par exemple, toutes les minutes avant le passage d'une heure, 1h59, 2h59, etc., le buzzer change de ton et réalise ses tons ascendants pendant une minute. Néanmoins, ce comportement étrange a cessé dès lors qu'on est arrivé en 2010. D'autres choses un peu étranges vont être observées au cours des années, des changements dans la hauteur du buzzer, des brefs moments de coupure, ou encore ce qui semblerait être des crashs du système analogue qui produit le buzzer, qui devient visiblement de plus en plus fébrile au cours du temps. Et plus les connaissances sur la station vont s'accumuler, plus la spéculation va augmenter. Espionnage, militaire, extraterrestre, fantôme, tout va y passer. Et lentement, la station va être érigée en plus grand mystère de la radio, quasi unanimement par Internet, surtout par des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi bien la radio que la plupart des shortwave listeners. Une théorie va notamment beaucoup prendre de l'importance. Une théorie qui expliquerait que UVB76 serait en réalité un système radio de main morte. Cette théorie dit donc que si on écoute suffisamment longtemps UVB76, peut-être qu'on entendra à un moment un message qui annoncerait le lancer d'une bombe nucléaire, et donc probablement la fin du monde. En fait, cette théorie se base surtout sur le fait que le buzzer est constant et ce depuis des années. Il serait donc un marqueur, un signal qui, tant qu'il est présent, signifie qu'il ne faut pas envoyer d'attaque nucléaire, et qu'il faudrait sérieusement s'inquiéter dès lors que le buzzer s'arrête, parce que cela signifierait l'envoi de missiles. Cette théorie rend l'écoute de la station assez terrifiante. D'un coup, les messages qu'on pourrait y entendre seraient les derniers qui seraient jamais transmis. Alors, le statut de mystère de UVB76 est un peu frustrant, parce que c'est probablement la station de nombre dont on a le plus d'informations à ce jour, et qui est donc du coup la moins mystérieuse. On sait beaucoup de choses sur UVB76. D'abord, on sait très bien de où elle émettait. En 2011, un blog d'un gars visiblement appelé Quasd va publier un article avec des dizaines de photos. Il avait, avec un groupe d'urbex, visité une localité urbaine du nom de Poravoro, au nord-est de Moscou, une zone censée être quasiment vide. Au sein de cette localité, ils vont trouver une base militaire abandonnée et enfin trouver l'entrée vers un bunker. À l'intérieur de celui-ci, des tonnes d'installations électriques, de pièces délabrées, des installations réseau, des outils de télécommunication et enfin des papiers. Dont un logbook, un énorme dossier compilant l'intégralité de l'activité d'UVB76 en 2005. Le dossier semble avoir été oublié ici, lors d'un changement d'emplacement du lieu d'émission. Ce logbook est aujourd'hui disponible en PDF gratuitement sur Internet en entier. Et des tonnes de photos de cette exploration urbaine sont disponibles et c'est assez atmosphérique. C'est assez impressionnant de se retrouver dans un endroit qui semblait si secret en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? D'abord, on sait grâce à cet événement que la station fait partie du système de communication militaire de la Russie. Mais pas que. Quand on regarde l'activité du buzzer, on remarque un net changement à partir de 2010. Plus particulièrement à partir de septembre 2010, où UVB va commencer à diffuser beaucoup plus régulièrement des messages,
Et c'est notamment autour de cette période que UVB-76 a pour la première fois, à notre connaissance, changé son indicatif. Ça coïncide avec la fusion du district militaire de Moscou avec plusieurs autres districts militaires de l'ouest de la Russie, pour former le district militaire ouest russe. Ce changement dans la station, cette augmentation de la quantité de messages, semble coïncider avec cette augmentation de la zone du district militaire, comme si la station radio devait communiquer à beaucoup plus d'endroits différents pour beaucoup d'autres raisons différentes. D'autres informations permettent de lier l'activité de la station au service militaire russe. D'abord, tous les messages audio du VB-76 prennent 3 formes, les monolithes, les usors et les messages commandes. Les messages commandes sont les plus rares et semblent être des appels directs à ce qu'un personnel arrive dans une zone précise avec un indice d'urgence. C'est de la communication d'urgence directe et cryptée. Des gens dans des forums russes ont même réussi visiblement à donner des explications à certains messages, par exemple la première transmission vocale jamais enregistrée. Ici, les mots prononcés forment le code Bromal, et des internautes russes semblent dire que ça pourrait signifier préparation au combat ou signal clair. Les communications du VB-76 ne sont donc plus vraiment si mystérieuses. La présence du buzzer par exemple, ça a été expliqué, c'est un channel marker. Il s'agit d'un moyen audio pour occuper la fréquence et empêcher que quiconque transmette des informations sur la fréquence du VB-76. Aujourd'hui, la station semble émettre depuis 2 endroits différents, d'abord à C coordonnées, près de Saint-Pétersbourg, De nombreuses photos montrent aussi bien les antennes que le complexe militaire autour et la base qui encercle l'antenne. Et ensuite, le deuxième endroit n'est pas vraiment confirmé, mais beaucoup pensent qu'il s'agit de cette base militaire non loin de Moscou. UVB-76 fait partie d'un réseau de 3 stations de nombre russes, toutes utilisées pour la communication militaire. Les 2 autres sont The Pip et The Squeaky Wheel, ou la roue qui grince. Toutes semblent envoyer des messages formatés similairement à UVB-76 et généralement elles sembleraient être un peu synchrones avec les messages du VB-76. Mais malgré tout ça, il reste quelques étrangetés inexpliquées autour de cette station. Genre des moments où on peut entendre des discussions semblant se passer dans la même pièce où le son du buzzer est émis. Ce sont des conversations en russe difficiles à déterminer. En novembre 2010, une série de plusieurs appels téléphoniques ont été envoyés par la station, visiblement par erreur, et ce pendant une durée de 30 minutes. Les informations contenues dans ces appels ne contiennent rien de très intéressant, outre la mention d'officiers de communication et de service. En 2020, on a pu entendre des Français parler sur la station. Ouais, bonjour. Visiblement des pêcheurs qui ont émis sur la mauvaise fréquence par erreur. Puis en janvier 2022, il s'est passé un truc fou. Voilà, donc je vais juste vous faire écouter. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Gangnam Style a bel et bien été transmis par une station souvent considérée comme la plus mystérieuse du monde. Il s'agissait d'une série de piratages d'origine inconnue, même si bon, au vu de l'actualité de la Russie en 2022, on peut se douter d'où ça venait. Dans ces séries de piratages, on trouve également des images envoyées par spectrogramme audio, fait pour être vues sur la cascade quand on utilise un SDR. Et c'est, je trouve, incroyable. De base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais juste parler du VB-76 et des stations de nombre. J'en avais entendu sampler dans des morceaux de musique électronique de Boards of Canada il y a longtemps, et c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Mais en faisant mes recherches, il s'est passé un truc qui arrive rarement. UVB-76, c'est un sujet intéressant, mais c'est déjà loin d'être la station de nombre la plus fascinante, au point que certains ne la considèrent même plus comme une station de nombre, en raison du nombre d'infos sur son fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de gens qui disaient que la plupart des stations de nombre envoyaient des infos qui n'avaient strictement aucun sens, qui ne pouvaient pas être décodées. Apparemment, c'était surtout le cas pendant la guerre froide, l'objectif étant de faire des stations radio mystérieuses avec des sons assez terrifiants à l'intérieur, juste pour qu'un pays ennemi
perdre son temps à essayer de décoder le signal. Ça m'arrive rarement de me renseigner sur un sujet, me rendre compte que celui-ci n'est pas aussi incroyable que ce à quoi je pensais, mais que le simple fait d'avoir fait des recherches m'a ouvert à un univers entier avec des tonnes d'autres sujets tout aussi incroyables, voire même mieux. À partir du moment où je savais ce qu'il me fallait sur UVB76, j'avais sans le savoir acquéri un paquet de connaissances sur la radio et découvert des tonnes d'autres trucs fascinants et terrifiants. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que cette vidéo était nécessaire. Je trouve qu'UVB76 est un sujet intéressant et que les stations de nombre sont fascinantes. Mais en fait, ce qui était le plus intéressant dans cette vidéo, c'était tout mon cheminement de pensée, comment j'ai réfléchi et comment je me suis renseigné sur le sujet, et toutes les informations que ça m'a donné sur la radio, comment ça fonctionne, et la communauté qui l'écoute. En fait, je vous ai donné toutes les armes pour comprendre au mieux toutes les autres anomalies radiophoniques qu'on traitera dans Findings jusqu'à maintenant. Je vais donc vous parler de ces sujets que je vais diviser en 3 catégories. D'abord, on aura les étrangetés de la radio, quelques anomalies bizarres et inexpliquées assez connues, souvent liées à des stations elles-mêmes. Ensuite, on va parler d'imprévus, des choses étranges qui sont passées dans des émissions et des transmissions radio parfaitement normales qui n'étaient absolument pas prévues à la base. Et enfin, on parlera de piratage de radio. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Mais tout ça, ce sera dans le prochain Findings, qui va sortir dans quelques jours. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais normalement elle sera plutôt prête, si je sors cette vidéo. Et celle-ci aura des sujets que je trouve incroyables. On va parler de Zone 51, on va parler de théorie du complot liée à la guerre froide, et on va également parler d'un des audios les plus terrifiants que j'ai pu entendre quand j'étais adolescent. J'espère que cette exploration dans les stations de nombre vous aura plu.